c'est un intérêt commun. Je considère en tant que juriste que c'est une mauvaise chose. Je crois que la vérité doit éclater, ou d'un côté ou de l'autre. Ça prendra du temps, et ça prendra du temps. Maître Koskas, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Shavua Tov. Alors on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre ce que signifie cet accord de compromis entre le conseil juridique du gouvernement et Binyamin Netanyahou, un accord qui se trame, qui n'a pas encore été conclu. Pour un profane, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Netanyahou est coupable? Ça veut dire qu'il est innocent? Ça veut dire qu'on ne saura jamais s'il est coupable ou innocent? Je pense qu'on ne saura jamais s'il sera coupable ou innocent, c'est-à-dire qu'il faut expliquer juste quelque chose, puisque c'est une procédure qui n'existe pas pour nos auditeurs francophones, qui n'existe pas en France. Comme il existe exactement en droit civil un procès, une défense et un compromis qui existent avant qu'un juge puisse donner un jugement, il existe également, parce que c'est du droit anglais bien entendu, Israël a adopté le droit anglais, une possibilité que le procureur puisse arriver à un compromis avec la défense, ce compromis évidemment serait que l'inculpé, sur 10 chefs d'inculpation, il va en reconnaître 1 ou 2 ou 3 ou 4, et le procureur va revenir sur les autres chefs d'inculpation. Si vous voulez, c'est vraiment une transaction qui va s'opérer entre l'accusation et la défense. Ça veut dire que pendant des années, on a tout fait pour qu'il y ait un procès, et lorsque le procès existe, on fait tout pour qu'il ne s'arrête. Je ne sais pas si on fait tout pour qu'il s'arrête, mais en général, c'est souvent la défense qui va vers ce compromis, lorsqu'elle sait que ses chances d'arriver au bout, c'est-à-dire de gagner, sont plus faibles. Donc en fait, c'est la défense qui va, c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est la défense qui rentre en contact avec le procureur et qui va demander de faire ce compromis justement. Alors évidemment, on n'en connaît pas les termes, et les termes sont fondamentaux, parce que quand vous allez me dire est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il n'est pas coupable, qui est votre question, et c'est vrai, c'est ce que tout le monde attend de savoir. Il y aura, selon les termes du compromis, Binyamin Netanyahou se reconnaîtra coupable sur un certain nombre de chefs d'accusation, et sera exempt des autres chefs. Donc si vous voulez, c'est une sorte si s'avère que ce compromis va être signé, ce sera une fin, dans les accords mineurs de ce procès, puisque tout le monde s'attend de voir si est-ce que Binyamin Netanyahou est réellement innocent, ou alors il est coupable. C'est-à-dire qu'il y a la moitié d'un pays qui le soutient et qui croit sa bonne foi, l'autre moitié du pays qui soutient l'inverse. Et je crois que la dimension, si vous voulez, qu'a pris ce procès de Binyamin Netanyahou par rapport à la population israélienne, je crois qu'on est quand même en droit de savoir où est la vérité. Alors justement, là, la question, où est la vérité, et le sentiment que l'on a, c'est justement par les dimensions exceptionnelles de ce procès. On a le sentiment que du côté des pro-Binyamin Netanyahou, on dit, jamais Binyamin Netanyahou ne bénéficiera d'un procès juste et d'une sanction ou d'un verdict juste, parce que la justice est tellement impliquée dans ce procès que un non-lieu, serait une catastrophe pour l'ensemble de la justice. Et de l'autre côté, on dit, finalement, c'était pas si grave que ça. Finalement, l'affaire 2000, c'était pas si important que ça. Et puis on peut bloquer l'affaire en se contentant de rendre coupable Binyamin Netanyahou de fraude et d'abus de confiance, qui sont deux infractions pas très claires, on va dire, dans la justice. Oui, je suis absolument d'accord avec vous. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a un peu, les deux parties ont intérêt à ce compromis. Le problème, c'est quelles vont être les conditions de ce compromis. Les deux parties ont intérêt. Pourquoi ce que vous appelez la justice, pour moi, ce sont des institutions différentes. Mais pourquoi le procureur? Parce que pour moi, il y a une différence dans la justice, côté procureur et côté juge. Bon, les juges, évidemment, pour l'instant, ne se prononcent pas. Et ils ne se prononcent pas, donc ils disent rien. Mais du côté du procureur, il y a un intérêt de pas laisser traîner un procès qui va durer encore 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on ne sait pas encore combien de temps. Mais c'est lui, le procureur, qui a inculpé Binyamin Netanyahou, qui a mis des années d'enquête avant d'inculper Binyamin Netanyahou, et qui a présenté plus de 300 témoins à charge, ou témoins dont plusieurs à charge, pour inculper Binyamin Netanyahou. À la fin, au lieu que ce dossier puisse donner l'exemple,
être une sorte d'exemple pour, on va dire entre guillemets, lutter contre la corruption, eh bien, il arrive jusqu'à ce point-là à trouver une sorte de compromis qui va, c'est difficilement compréhensible. Oui, d'abord, premièrement, je suis absolument d'accord avec vous, mais j'essaie d'expliquer à nos auditeurs qui sont peut-être encore moins aguerris que vous et moi sur ces questions, qu'il y a un intérêt de part et d'autre. C'est-à-dire que d'un côté, donc, le procureur se dit, après avoir traîné autant d'années, en disant, voilà, moi, je préférerais de pas encore traîner cette saga, pendant encore 5 ans, parce que le procureur lui-même, le conseil juridique du gouvernement va terminer sa carrière, ses fonctions. Et d'un autre côté, Benyamin Netanyahou a aussi un intérêt, enfin, selon ses avocats, hein, sûrement, dans le sens où il y a, j'allais dire, la jurisprudence Katsav, ils ont évalué le dossier. Si vous voulez déjà, les témoins à charge qui ont été au tribunal, hein, qui ont été entendus, contre-interrogés, donc ils font une. Il y a un témoin à charge qui a encore été entendu et son témoignage, on peut pas dire qu'il soit particulièrement favorable aux parties civiles. Certains disent que finalement le témoignage de Nir Refet c'était tout du bon pour Benyamin Netanyahou. Non, je suis pas d'accord avec cette analyse parce que d'abord, premièrement, c'est très très difficile. Vous savez, c'est analyser un témoignage en soi, c'est très difficile parce qu'un procès c'est une mosaïque. Et puis d'un autre côté, il y en a qui disent exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il y a eu que le procès il est jugé en fait en tant que spin un peu à la presse et il est présenté comme ça. En tout cas, je vais vous dire de manière absolue, si Benyamin Netanyahou, enfin si les avocats de Benyamin Netanyahou étaient persuadés, mais vraiment persuadés, que Benyamin Netanyahou pouvait sortir innocent de ses procès, il n'aurait jamais téléphoné au conseil juridique du gouvernement pour demander un compromis. Bien entendu, ils auraient géré le dossier jusqu'au bout, parce que quelqu'un qui imagine qu'il a un très bon dossier, ne cherche pas un compromis. Donc, si vous voulez, ce que j'explique à nos auditeurs, il faut rappeler, Philippe, dites-moi si je crois pas que je me trompe, mais c'est que dans la justice israélienne, eh bien, lorsque l'on arrive au tribunal, le verdict, dans 98% des cas, eh bien, il condamne le suspect. Absolument, mais j'allais dire, c'est pas vraiment, on peut pas avoir une statistique, il y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire qu'a priori, on pourrait dire qu'on ne condamne pas, et on peut dire que souvent on peut dire que les personnes ne sont pas condamnées, j'allais dire, sans preuve à la base. Vous voyez, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on peut analyser aussi les choses. Donc, si vous voulez, c'est un intérêt commun. Un intérêt commun. Moi, personnellement, je considère en tant que juriste, c'est une mauvaise chose. Moi, je crois que la vérité doit éclater, ou d'un côté ou de l'autre, et le temps, ça prendra du temps, et ça prendra du temps. Mais d'un autre côté, c'est une procédure qui existe, hein, qui est très souvent usitée pour gagner du temps judiciaire, parce que les procédures sont massives, etc., etc. Donc, si vous voulez, on a bien vu que je vous ai cité le procès Katsav, que l'avocat de Katsav avait été arrivé à un compromis comme ça. Et au dernier moment, un compromis auquel le président Katsav ne devait même pas rentrer en prison. Et on a bien vu qu'est-ce qui s'est passé lorsque Moshe Katsav n'a pas refusé au dernier moment de signer sur ce compromis. Finalement, il a été condamné de viol et a fait de nombreuses années en prison. Donc, si vous voulez, c'est pas forcément souvent ces compromis sont à la Alors, le condamné, j'allais dire, bénéficie de ces compromis. Alors justement, si vous étiez l'avocat de Benyamin Netanyahou, vous lui aurez conseillé de signer cet accord de compromis ? Alors je sais pas, je vais vous dire, moi si j'étais l'avocat de Benyamin Netanyahou, moi j'aurais fait une analyse tout à fait froide du dossier. Si je vais considérer que les éléments, certes des éléments à charge peuvent être prouvés par le procureur, j'aurais foncé sur cet accord. Si vous voulez, ça dépend de mon analyse du dossier. Si j'aurais considéré que je suis très fort dans mon dossier, j'aurais jamais poussé quelqu'un, sûrement pas un Premier ministre qui a été Premier ministre de l'État d'Israël pendant 10 ans, mais ne serait-ce qu'un petit n'importe quelle personne, je n'aurais jamais poussé
un inculpé à arriver à un tel accord. Parce que si vous voulez, quand même, on peut savoir qu'à suite à un tel accord, il y a une tâche. Il y aura une condamnation, et cette condamnation, alors on n'en connaît pas vraiment la nature, mais tout ça résulte de l'analyse juridique que font son avocat, ses avocats plutôt, du dossier. Alors, tout bute actuellement, apparemment, selon les informations qui filtrent, sur ce que l'on appelle en hébreu le kalon. C'est encore un des termes qui sont difficilement traduisibles en langue française, qui signifie, on va dire, une forme de disgrâce ou le sceau de l'infamie. Oui, c'est ça, c'est une infraction infamante, en fait, le kalon. Et évidemment, alors, tout ça, je vous dis, c'est très, très, très difficile de savoir parce qu'on ne vit que par des rumeurs. Donc, évidemment, de savoir, d'abord, premièrement, quels vont être les chefs d'inculpation sur lesquels Binyamin Netanyahou va avouer. Est-ce que ce sont des chefs d'inculpation mineurs ou majeurs? Et deuxièmement, évidemment, est-ce que ces chefs d'inculpation qui seront avoués donc par Binyamin Netanyahou seront considérés comme des chefs d'inculpation infamants ou non? Alors pourquoi ce caractère infamant est important? C'est que si c'est une infraction, il avoue sur une infraction infamante, il ne pourra pas, en tout cas pendant 7 ans, continuer sa vie politique et publique. Et c'est ça le vrai problème qui existerait pour lui. J'ai une question à vous poser. Est-ce que, on sait que Binyamin Netanyahou a une forme d'expertise dans les manipulations, on va dire, politiques. Est-ce qu'il pourrait se livrer, dans le cas précis, à une forme de manipulation juridique qui permettrait de déterminer, justement, le cadre d'un accord de compromis dans lequel, par exemple, comme il en est question, on évacue le dossier 2000 de l'affaire avec Nouni Moses, on évacue le dossier de la corruption dans l'affaire 4000, finalement il se retrouve avec des chefs d'accusation comme fraude et abus de confiance, et puis finalement à la dernière minute il dit ben non, puisque finalement ce sont que de si faibles infractions, eh bien je vais jusqu'au bout pour prouver que finalement il n'y avait rien derrière cela, que le dossier 2000 ça n'a jamais existé, c'est un fantasme du parquet, et est-ce que vous pensez que c'est un scénario possible? C'est un scénario possible, d'ailleurs le scénario possible, c'est le scénario qu'avait pris Moshe Katsav. Oui. C'est exactement ça. Vous décrivez ici quelque chose qui a été fait, c'est-à-dire qu'on est arrivé, j'allais dire, à 2 doigts de la signature sur cet accord, et au dernier moment, Moshe Katsav a dit non. Maintenant, il faut s'avouer que on a un système de professionnels, on sait très bien, les juges savent très bien faire la différence entre ce qui arrive à un compromis et le droit sur le fond, et on peut voir que les résultats de l'affaire Katsav ont été catastrophiques pour lui, dans le sens où il a été, mais vraiment, il n'aurait même pas rêvé d'être inculpé et d'être condamné sur des inculpations telles sur lesquelles il aurait pu s'en sortir beaucoup, beaucoup mieux. Alors, une dernière question, l'implication stupéfiante de l'ancien président de la Cour suprême, le professeur Aaron Barak, dans ce dossier. Il semble que les avocats de Netanyahou se soient tournés vers Aaron Barak pour pousser Mandelblit à aller vers un accord de compromis. C'est tout de même étonnant, et même on entend Barak dire que Binyamin Netanyahou était longtemps le défenseur du système juridique. Est-ce que ça a une importance particulière, et pourquoi ça peut avoir une importance particulière, cette implication de Barak? Alors il faut dire que évidemment aujourd'hui Aaron Barak est à la retraite, il n'a absolument aucun poids de décision, il n'a pas de pouvoir de décision, mais il est clair qu'il a un pouvoir moral. Il était un président de la Cour suprême, j'allais dire légendaire. Il y en a, et justement d'ailleurs les supporters de Binyamin Netanyahou l'ont accusé d'avoir poussé le système juridique et l'ont traité d'activiste judiciaire ou juridique. Et donc on s'aperçoit d'ailleurs que dans les idées, vous voyez bien que dans les idées, les choses sont beaucoup plus nuancées. Et qu'Aaron Barak, apparemment, c'est ce qui a été publié, j'allais dire, défend Binyamin Netanyahou contre toute attente du camp de Binyamin Netanyahou. Maintenant, évidemment, il y a quand même un certain poids. Ces mots ont un certain poids. Ils sont un poids moral, ont un poids d'une personne qui connaît le système à la perfection. Oui. Et dans quelle mesure cela va influencer le conseiller juridique du gouvernement ou non, on ne le sait pas. Ça peut influencer, par exemple, la Cour suprême à ne pas invalider un tel accord de compromis. Non. On ne pourra pas le savoir. Je ne sais pas. D'abord, premièrement, l'accord, ce ne sera pas la Cour suprême d'invalider d'abord, ce sera au tribunal de district. Mais ça, c'est une autre question. Et ça, vous soulevez évidemment une autre question qu'on n'a pas évoquée aujourd'hui. Si, au cas où il y a accord, cet accord doit être validé
par le tribunal. Oui. Alors le tribunal, lui, doit vérifier un certain nombre de faits. Premièrement, que l'accord ait été fait de manière consentante de la part de l'inculpé, bien entendu. C'est-à-dire qu'il n'a pas été fait sous la force ou sous la contrainte. Donc ça, c'est une des premières conditions de validité de cet accord. Et également, le tribunal lui-même ne connaît pas tous les faits. Il ne sait pas tout, puisqu'on en est au début du procès. Donc en fait, il doit analyser une sorte de raisonnabilité de cet accord. Est-ce que l'accord, d'abord, il se porte sur l'échelle d'inculpation, mais est-ce qu'il se porte également sur le taux de la peine ou non, parce que des fois on peut arriver à des demi-accords. Et donc tout ça, si vous voulez, le tribunal doit valider ça. Est-ce qu'après il y aura appel à la Cour suprême d'une validation de l'accord? Je pense que les chances sont très très faibles. Il faut dire que dans la majorité des cas, les tribunaux ont tendance quand même à valider ces accords. Donc si vous voulez, il n'influencera pas vraiment l'appareil judiciaire, c'est-à-dire la justice assise, ce qu'on appelle en France les juges. Mais par contre, il pourrait influencer de son point moral la décision du conseiller juridique du gouvernement de se rendre un peu plus souple, j'allais dire. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup pour toutes ces explications et ces clarifications. C'était très important de dialoguer ce matin avec vous pour mieux comprendre enfin les tenants et les aboutissants de cet accord qui semble se profiler. Il faut être prudent, bien entendu. Un accord de compromis entre le parquet, entre le conseiller juridique du gouvernement et Binyamin Netanyahou. Merci encore une fois et bonne journée. À bientôt. Bonne journée.